Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte. Très heureuse de vous accueillir pour ce live consacré aux négociations sur le traité plastique. Elles se sont tenues en Suisse au cœur du mois d'août et pour se solder par un nouvel échec. Notre regard, notre obsession, évidemment, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. On est ensemble pendant 30 minutes pour répondre notamment à deux questions. Que retenir donc de ce nouveau round de négociations qui devait en théorie être le dernier? Quelles sont les prochaines étapes? Ce format, je le dis à chaque fois, mais je le répète, c'est d'abord évidemment le vôtre. Alors allez-y, j'attends vos questions en direct dans le chat. Avec moi aujourd'hui en plateau pour se projeter un peu sur la suite, une journaliste de contexte, la plus à même de vous éclairer évidemment. Bonjour Laura Mercier. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Laura, tu es journaliste pour l'édition Environnement de contexte à Bruxelles. Tu couvres ces négociations pour nous depuis le début, depuis 2022. Ça commence à faire quelques années. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Laura? Eh bien, de la 6e session de négociation qui a eu lieu à Genève cet été pendant les vacances et qui s'est à nouveau soldée sur un échec comme en Corée du Sud fin 2024. À Busan, donc, où tu étais également. Merci beaucoup, Laura. On plonge ensemble tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, on l'a dit, après l'échec de Busan en Corée du Sud, que tu as également couvert pour Contexte, Laura, ces retrouvailles des négociateurs à Genève en plein cœur du mois d'août étaient quand même très attendues. Nouvelle tentative présentée comme une dernière chance de parvenir à un accord, finalement en vain. Alors, deux constats avant de commencer à prendre vos questions comme à chaque fois. Laura, on va peut-être commencer par un point très basique. Dans quel état d'esprit se sont retrouvés tous ces négociateurs en plein mois d'août au cœur du lac Léman? Alors, comme tu l'as dit, la plupart sont arrivés en se disant c'est maintenant ou jamais. L'objectif déjà de base était d'arriver à un accord fin 2024, c'était la promesse, réussir à négocier ce traité en 2 ans, ça n'avait pas été possible. Du coup, ils étaient prêts à conclure à Genève, la volonté d'en finir. Pour ça, il y a eu 10 jours de réunion. C'était la première fois qu'on avait une session aussi longue. Il y avait aussi le sentiment que si c'est pas maintenant, en fait, le contexte géopolitique international ne cesse de se compliquer et qu'il faut y parvenir à un accord au plus vite. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que tout le monde est arrivé. C'est à peu près 3700 personnes, négociateurs, donc 180 pays représentés et énormément d'observateurs autour qui ont convergé vers le siège des Nations Unies à Genève. Donc des lobbies, des ONG évidemment, Des des scientifiques. scientifiques également, la communauté scientifique. Et alors d'entrée de jeu, Laura, ce que tu as observé toi sur place, c'est que bon, cette question qui est un peu au cœur de ces négociations que tu connais évidemment beaucoup mieux que moi, cette question de mettre en place ce qu'on appelle un plafond de production a été écartée. Alors on peut peut-être rappeler pour ceux qui nous rejoignent et qui ont moins suivi ces négociations de quoi il s'agit et comment elle a été écartée. En fait, il y a le mandat qui a lancé ces négociations il y a 2 ans, appelle à ce que le traité vise à atteindre je cite, des niveaux durables de production et de consommation de plastique. Parce qu'en fait, il y a le constat qu'on ne pourra pas mettre fin à la pollution plastique si on ne réduit pas la production. Or, la production est appelée à tripler d'ici 2060. Donc, c'est vraiment vu comme un enjeu clé pour vraiment parvenir à l'objectif de ce traité. Mais c'est un sujet qui est extrêmement sensible depuis le début et c'est particulièrement sensible pour les pays producteurs de plastique puisque ça va avoir un impact important sur leurs activités économiques. Évidemment. Donc le sujet a tout de suite été remis sur la table par l'Arabie Saoudite dès la première plénière, qui a tout de suite appelé et a suggéré que les sujets trop controversés soient écartés pour être sûr de parvenir à un accord. Ce qui est un peu paradoxal parce que c'est quand même le cœur du sujet, comme tu le rappelais. Voilà, après les avis divergent, chacun peut avoir ses positions et c'est vrai que dès le premier jour, on a entendu la représentante de la Suisse qui donc accueillait ces négociations suggérer que l'idée de ce plafond de production était déjà écartée. Ce qui a beaucoup inquiété, notamment au sein de la société civile, un peu la crainte d'y voir une première concession du bloc ambitieux. Après, le choix des mots est important. On peut ne pas avoir un plafond, mais avoir un objectif aspirationnel comme ce qu'on a sur le climat. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas, le 5 août maintenant.
Alors, une question peut-être qu'on n'avait pas forcément prévu de poser, mais ces pays qui sont majoritairement producteurs de plastique, on ne sait pas forcément c'est qui dans le monde. Qui sont-ils? Alors oui, ils se sont retrouvés au sein de ces négociations. En fait, il y a un groupe informel de pays qui s'appelle les like-minded. Donc, ça va être les pays qui partagent le même état d'esprit sur le volet de la production de plastique. Donc, on retrouve notamment les pays du Golfe. Le meneur de ce groupe, c'est vraiment l'Arabie Saoudite. Il y a le Koweït, Bahreïn. On retrouve aussi l'Iran, l'Inde, gros consommateurs de plastique. La Russie est également très active. Et ces pays sont extrêmement bien coordonnés dans les négociations. Ils sont minoritaires, mais ils sont très forts et ils ont des alliés de poids. Et en fait, ils rejettent totalement la corrélation entre production et pollution de plastique. Alors, tu nous as dressé le tableau un peu de l'état d'esprit à peu près avant la plénière d'ouverture qui s'est tenue tout début août. Ensuite, une fois qu'on a planté ce décor-là, comment se sont passés les premiers jours de négociation que tu as couverts pour contexte? Il y a 2 mots un peu que tu as écrits, c'est frustration et incompréhension. Est-ce que c'était ça l'état d'esprit à ce moment-là? Ouais, en fait, ça a commencé un peu comme ça s'était terminé à Busan. Après la plénière, les pays se sont retrouvés dans ce qu'on appelle des groupes de contact. Donc, c'est des groupes thématiques de négociation. Tout pays est représenté. Il y a aussi les observateurs. Nous, les journalistes, on n'y a pas accès. Donc, les informations qu'on a sont via les personnes qui peuvent être à l'intérieur. Et ces groupes de contact il y en a 4 sur certains articles du projet de texte. Et c'est là-dedans qu'ils vont vraiment négocier le texte. Et au bout de quelques jours, on a vraiment senti qu'il n'y avait pas beaucoup de progrès, que les stratégies d'obstruction qu'on avait vues à l'œuvre à Busan étaient également en place ici. Donc, en fait, on était censé être à une phase où on va recommencer à recentrer le texte, avoir un projet de texte de plus en plus court. Et en fait, c'était tout l'inverse. Les pays cherchent à ajouter de plus en plus de propositions. Ça fait perdre beaucoup de temps. Il y a des pays qui cherchaient aussi un peu à limiter les compétences des coprésidents de ces groupes, faire en sorte qu'ils puissent pas faire de propositions de texte eux-mêmes. Donc, au bout de 2-3 jours, il y avait beaucoup de frustration, d'exaspération, le sentiment de refaire la même chose qu'à Busan. Et le temps pressé, il fallait absolument essayer de changer de rythme. Et puis le mot qui me vient quand je t'entends, c'est vraiment une tentative d'obstruction, quoi, d'essayer d'empiler des couches pour faire en sorte que ce débat se densifie, quoi. En fait, ça se voit surtout, alors c'est assez symbolique, mais par le nombre de crochets qu'il y a en fait dans le projet de texte. Tout ce qui est entre crochets, c'est ce qui ne fait pas l'objet d'accord. Et on a à nouveau vu un projet de texte avec de plus en plus de crochets, donc ça va vraiment dans le sens inverse de ce qui devrait mener à un accord sur la table. Alors, on a parlé de ces fameux like-minded, donc qui partagent un peu le même état d'esprit. Et en face, il y a aussi un autre groupe de pays. Qui sont-ils? Eux, c'est plutôt ceux qui poussaient pour avoir un accord, et dont la France, si je ne m'abuse, en fait partie. Pour avoir un accord, mais pas à tout prix non plus. Et c'est ce qu'on a vu à Genève. Il y a ce qu'on appelle la coalition pour un traité ambitieux. Dedans, il y a en effet l'Union européenne, beaucoup de pays du continent africain, d'Amérique latine, également d'Asie. Et c'était vraiment affirmé à Busan et à nouveau à Nice en juin lors de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Ils avaient signé une déclaration avec vraiment 5 demandes clés. Donc c'est un groupe qui est majoritaire, c'est à peu près une centaine de pays selon les thématiques. Eux, ils veulent un traité qui va fixer un objectif justement de réduction de la production, un traité qui va permettre d'interdire certains produits plastiques et aussi des substances chimiques qui sont connues comme étant dangereuses, un traité avec un modèle de financement ambitieux et surtout un traité qui va pouvoir évoluer dans le temps, qu'on va pouvoir renforcer. On reviendra dessus après. Donc il y a vraiment eu à nouveau ce bras de fer entre un groupe minoritaire mais très très bien coordonné et vocal et la majorité. Voilà. Et les États-Unis dans tout ça sont arrivés un peu comme on a envie de dire un chien dans un jeu de quilles. Ils ont joué, les États-Unis de Donald Trump, parce que c'est important de le dire, un rôle aussi assez particulier dans cette séquence de négociations. Ouais, c'était une des questions avant d'aller à Genève. Quelle allait être la posture des États-Unis? C'était la première fois qu'on négociait sous la présidence de Trump. Les États-Unis n'avaient pas été présents lorsqu'il y avait eu la session sur la COP sur la biodiversité en février. Ils n'étaient pas non plus à Bonn en juin sur le climat, donc on ne savait pas trop comment ils allaient arriver à Genève.
Mais on a su tout de suite dès la première plénière. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est exactement la même équipe que celle qui négociait sous la présidence Biden, mais maintenant ils sont avec Trump, sous la présidence Trump. Et autant sous Biden, les États-Unis n'étaient pas un partenaire, n'a jamais été un partenaire ambitieux qui allait pousser pour un accord comme avec ils sont pas dans la coalition par ailleurs, mais ils étaient plutôt en retrait. En tout cas, ils n'étaient pas dans l'obstruction. Et là, c'est ce qui a changé à Genève. Ils se sont vraiment positionnés très souvent auprès des pays qu'on a dit like-minded. Ils sont contre un traité qui va couvrir la phase de production. Ils sont contre des mesures globales qui seraient contraignantes. Et ils ont eux aussi utilisé ces stratégies d'obstruction et aussi d'influence. Ça a fait beaucoup parler quand on était à Genève. Il y a Reuters qui a fait part de lettres du président Trump à certains pays pour vraiment faire pression. Et donc dans un environnement où il y a beaucoup les États-Unis peuvent menacer de droits de douane, tout ça, ça a aussi beaucoup d'impact. Et ça a clairement aussi changé la donne dans la négociation. Oui, la balance un petit peu qui change. Alors, juste un petit mot pour vous signaler que je vois bien que vous aviez quelques petits problèmes de son, quelques petits problèmes techniques. On est vraiment désolé. On essaye de régler ça dans les minutes à venir pour que vous profitiez de ce live au mieux. En attendant, on va continuer de dérouler et de commencer à prendre certaines de vos questions avec toi, Laura. Alors, première question qui nous vient notamment je remonte mon fil d'Alix qui nous demande, j'espère que ce n'est pas une colle, dans le cas où un INC 5.3 n'est pas envisagé, je vois Laura qui hoche la tête, donc qui a l'air de comprendre évidemment de quoi il s'agit. Voyez-vous d'autres traités ou d'autres instruments via lesquels ces discussions pourraient reprendre? Alors là, on est un peu dans l'après, mais c'est la joie du direct aussi. On prend les questions telles qu'elles nous sont posées. Est-ce que il y a d'autres véhicules qui pourraient pallier au fait que, effectivement, pour l'instant, on n'a toujours pas ce fameux traité plastique? Ouais, alors en effet, on reviendra certainement dessus. C'est une question qui se pose parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune garantie sur la suite. On ne sait pas s'il y aura une prochaine réunion ou quand exactement, quelle forme elle prendra. Il y a des pays qui ont commencé un peu à suggérer qu'on pouvait éventuellement déjà prendre des mesures via d'autres traités qui existent. Il y a les conventions notamment de Bâle sur les déchets, mais tout ça va être à nouveau davantage sur la gestion des déchets et pas tant sur la question de la production. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas un traité aussi complet que ce qui était envisagé. Alors, on continue à dérouler avant de revenir aux prochaines étapes, ce qui s'est passé pendant ce temps de négociation. Peut-être un peu plus rapidement, mais samedi matin, on est à mi-parcours. Il est temps un peu de se poser pour faire un point d'étape. On se rend compte à ce moment-là que, comme le dit le président du comité de négo, les progrès sont, je cite, insuffisants. Donc, ma prochaine question, c'est la suivante. Sur quoi précisément, en dehors de ce qu'on a dit sur la production, on portait vraiment ces négociations sur le contenu? En dehors de ça, c'est quoi les points finalement les plus sensibles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'avance pas? Ouais, à mi-parcours, on a vraiment en effet constaté l'impasse. Alors, outre le sujet, en fait, en soi, la production de plastique, derrière, c'est la question du périmètre du traité qui est remis en question. Donc, en dehors du fait d'avoir ou pas un article qui parle de la production, il y a la question d'avoir, et ça c'est aussi très compliqué, une liste de produits qu'on va vraiment interdire. Ça peut être des types d'emballage, des produits à usage unique qu'on a potentiellement déjà interdits dans l'Union européenne. Aussi une liste de substances chimiques dangereuses à interdire, ça c'est très sensible. Il y a aussi eu une bataille sur le fait de reconnaître le lien entre la pollution et la santé humaine et le fait d'avoir même un article qui parle de santé dans ce traité. Il y avait des batailles rien que sur les définitions de plastique. Les pays n'ont pas les mêmes visions. Or, c'est absolument clé si on veut avoir un traité sur le sujet. La question du financement est toujours un sujet compliqué dans les négociations internationales. Ça l'est là aussi. Il y a la question de savoir qui va vraiment contribuer pour mettre en œuvre ce traité, qui sont les contributeurs, donc derrière aussi qui sont responsables de la pollution plastique. Ça, c'est assez compliqué également. Et enfin, la méthode de prise de décision. S'il y a un traité, il y aura des COP. Et ce qui est important pour en tout cas une majorité de pays, c'est que ces COP aient le pouvoir de renforcer le traité, de prendre des mesures. Et pour ça, il faut qu'elles puissent, s'il y a
pas de consensus, pas d'unanimité, prendre des décisions à la majorité. Et ça, c'est aussi un sujet qui va être difficile à accepter pour les pays qui ne veulent pas de mesures contraignantes. Et bon, on arrive à la fin de cette première partie. On est le mardi 12 août, en gros. Voilà, il y a des ministres et des vice-ministres qui arrivent à Genève. C'était pas le cas à Busan. On se dit que ça va débloquer la situation peut-être. Ouais, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et finalement, les 2 derniers jours ressemblent un peu à une douche froide. Ouais, les ministres étaient vraiment attendus. Il y avait le sentiment qu'il fallait passer à une négociation au niveau politique pour sortir de cette impasse. Bon, ça n'a pas été couronné de succès. À ce moment-là, on a eu un premier projet de compromis enfin par le président et en effet, ça a été la douche froide pour le côté de la coalition pour un traité ambitieux et également la société civile. Il n'y avait plus rien sur la production, pas de liste de produits à interdire. Le langage était très faible pour le fait d'avoir des règles contraignantes, notamment sur la conception. Le texte a été complètement rejeté aussi par l'autre côté, par les groupes like-minded en plénière. Personne n'était content, quoi. Personne n'était content. Le président ne s'est vraiment trouvé aucun allié dans la salle. La tension a vraiment commencé à monter. Le président est reparti faire des consultations. Il avait 48 heures pour faire une nouvelle tentative, pour parvenir à un accord. Ça a été assez long, beaucoup d'attentes pour finalement un nouveau projet de texte dans la nuit du 14 au 15 août. Ça devait se terminer le 14 et qui là, voilà, n'a pas non plus satisfait. Et en fait, il était même déjà trop tard pour que les pays puissent s'en saisir. Donc, on a quitté Genève au petit matin dans la fatigue et la confusion. Et puis avec pas grand chose de neuf, on le comprend en t'écoutant évidemment. Trois articles de contexte pour aller un petit peu plus loin déjà à l'issue de cette première partie, donc de contexte environnement signé Laura Mercier, donc qui était sur place. Chronique genevoise d'un nouvel échec sur le traité plastique. On vous partage évidemment les liens dans le chat. Donc voilà pour le premier et son titre. Le deuxième, après Genève, les négociations sur le traité plastique dans l'impasse, pour vous permettre d'avoir un petit coup d'œil sur ce qui va se passer évidemment après. Un troisième papier, les traités plastiques entre les mains des États, des lobbies et des États lobbies. Là, c'est pour vraiment rentrer encore un peu plus finement dans les dynamiques de pouvoir qui se sont jouées à ce moment-là. On passe maintenant à notre deuxième partie consacrée à ce qui va se passer maintenant, justement parce que vous avez des questions et on va y répondre. On le comprend, la communauté internationale a donc quitté la Suisse ce fameux 15 août comme elle avait quitté Busan 8 mois plus tôt. C'est ce que tu as écrit dans un article publié juste après ce rendez-vous. Dans la confusion et sans traité plastique, beaucoup d'obstructions, beaucoup d'opposition, un manque de leadership, une méthode de négociation pointée pour expliquer ce nouvel échec. La suite du processus, évidemment, reste incertaine. Alors Laura, très concrètement, est-ce qu'on connaît déjà, c'est la question un peu à 100 000 €, les prochaines étapes, ce qui est devant nous? Non, pas vraiment. Autant à Busan, il était clair que les pays voulaient se retrouver très vite pour continuer les négociations. On savait, donc Busan, c'était la 5e session de négociation. Donc on savait qu'il y aurait une deuxième partie, elle avait été suspendue, c'est pour ça qu'on a appelé ça le CIN 5.2. Donc là, à Genève, c'était ça, la deuxième partie de cette session. C'est assez procédural. Mais là, quand ça s'est terminé, moi, j'ai trouvé que tout le monde était beaucoup plus abattu. Il y a eu beaucoup moins d'appels à enchaîner rapidement. Il y a plutôt eu des pays qui ont suggéré qu'il fallait peut-être réfléchir un peu, prendre le temps de se poser des questions sur le processus, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tirer les leçons. Il n'y a pas eu, personne n'a dit il faut absolument se retrouver dans 6 mois. Donc officiellement, la session est à nouveau suspendue, donc on pourrait avoir un CIN 5.3. Oui. Clairement pas en 2025, il y a d'autres échéances internationales très importantes d'ici la fin de l'année. Après, il y a un prochain rendez-vous qui est assez important, c'est l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement qui a lieu en décembre au Kenya. C'est cette assemblée qui avait adopté la résolution, le mandat de négociation. Donc ce qu'il fallait pour le clan ambitieux à Genève, il fallait absolument éviter de renégocier le mandat de base, parce que alors là, c'est réouvrir en fait quelque chose et revenir en arrière. Donc il n'y a rien d'officiel de prévu à cette Assemblée générale. Il y aura certainement un peu des discussions par-ci, par-là. Il n'y a pas de segment à ce stade prévu sur le sujet. Et donc ça reste flou. Justement d'Axel qui nous parle de cette Assemblée générale des Nations Unies de décembre prochain et qui nous demande les like-minded, mais tu as commencé à y répondre, pourrait-il potentiellement y pousser une révision du mandat adopté en 2022 pour ce traité ?
Alors, je ne suis pas experte de comment fonctionne cette assemblée générale, donc il faudrait vérifier vraiment si un pays ou un groupe peut mettre un sujet à l'ordre du jour. Je sais que la coalition pour le traité ambitieux voulait absolument éviter de réouvrir le sujet là-bas. Sans doute qu'il y aura des tentatives, ça paraît assez logique dans la lignée de l'obstruction et la stratégie de ce groupe. Maintenant, ça reste à voir. Et une question de Valérie sur la suite également. Est-ce qu'un ENC 5.3 n'est pas prévu en Allemagne, nous demande Valérie. Moi, j'en ai pas entendu parler. Pas à ta connaissance. Et il était plutôt suggéré par notamment certains pays européens d'essayer d'avoir une session de négociation, soit sur le continent africain, soit en Amérique latine, pour éviter d'avoir à nouveau quelque chose au sein de l'UE et vu un petit peu trop comme un processus poussé par les pays occidentaux. Mais voilà, c'est ouvert. J'ai rien entendu en Allemagne. On a parlé très brièvement de la méthode de travail, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec toi. Bon, elle a été très critiquée par certains. Est-ce qu'on sait à qui la faute, au final, si on n'est pas parvenu à un accord, et quelles leçons alors, on peut en tirer pour la suite, peut-être pas forcément nous, parce qu'on n'est pas dans notre rôle, mais en tout cas, quelles leçons en tirent les participants à cette dernière session? Alors, lors de la plénière de clôture, déjà, ceux qui ont vraiment été pointés du doigt, c'est quand même ce groupe de pays like-minded, et ça a été vraiment assez ouvert. Enfin, les pays, notamment les Européens, ont dénoncé l'obstruction, le manque de concessions, les lignes rouges qui sont vraiment irréconciliables. Donc ça, c'est vraiment vers eux qu'ont été dirigés les reproches. Après, en coulisses, on a aussi en effet entendu pas mal de critiques de la méthode de négociation, du cadre de négociation qui avait été mis en place. Il faut savoir que c'est beaucoup des diplomates qui sont très habitués de ces négociations. Et il y en a qui font toutes les COP climat, COP biodiversité et d'autres. Donc ils sont aguerris, ils savent comment ça se passe. Et là, certains étaient vraiment pour eux, c'était pas la bonne façon de faire. Ils n'avaient pas assez la main, il n'y avait pas assez de propositions de texte qui circulaient. Donc ça a aussi été un petit peu soulevé en plénière. La ministre française Agnès Pannier-Runacher a dit que le processus avait été chaotique. Il y avait déjà eu un peu des critiques en ce sens à Busan. Du coup, il y avait beaucoup d'attentes envers le président du comité de négociation, Luis Valdivieso, l'équatorien, qui semblait avoir quand même tiré un petit peu les leçons de Busan, mais visiblement pas assez pour certains pays. Donc il y a des questions en effet qui se posent sur comment négocier. Voilà, ça fait certainement aussi partie des réflexions qui sont en cours maintenant. Quand tu dis qu'il a tiré les leçons de Busan, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a pris en compte? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre peut-être à son crédit? Par exemple, on l'a vu plus tranchant quand même en plénière, garder un peu plus la main, acter plus rapidement qu'il fallait terminer toutes ces prises de parole qui font perdre énormément de temps. Donc la façon dont il a mené la plénière était un peu plus active, et ça pouvait donner le signe d'ailleurs il avait été appelé à être plus engagé dans la négociation. Au bout de quelques jours, il a aussi pris la main, il a fait beaucoup de consultations informelles, mais il a mis sur la table un premier projet de texte qui a vraiment été inacceptable pour beaucoup. Alors certains pensent que c'est une stratégie, qu'il a peut-être forcé la coalition à réagir et à devoir faire des concessions, mais il s'est heurté au fait que cette coalition d'une centaine de pays n'était pas prête à accepter un accord à tout prix, ce qui aurait pu être le cas, parce qu'on s'est dit qu'il fallait que ce soit maintenant ou jamais, mais visiblement non, ils n'étaient pas venus pour avoir un traité finalement à minima, et donc après il a peut-être pas pu jongler avec ça dans les 2 derniers jours. Merci beaucoup Laura. Alors on va répondre à une question de Frédéric qu'on avait prévu évidemment d'aborder également. Frédéric nous demande: pourriez-vous revenir sur la règle du consensus et pourquoi l'UNEP nous impose une règle impraticable pour ces négociations? Effectivement, la question qu'on s'est posée en préparant ce live, c'est de dire finalement pourquoi on l'a pas fait à la majorité ce traité, pourquoi il faut absolument le consensus. Peut-être qu'à la majorité, on se dit ça aurait pu être plus simple. Ça serait certainement plus simple. Maintenant, c'est vrai que le consensus, donc derrière le consensus, en fait, c'est l'unanimité. Ça régit vraiment les décisions de l'ONU
du moins sur l'environnement. C'est pas le cas sur toutes les thématiques. En fait, en général, à la fin d'une COP, il y a une approbation, soit par le silence, soit par l'acclamation. Le marteau tombe, c'est adopté. On estime qu'il y a eu consensus. Il n'y a même pas de vote, en fait. Mais l'unanimité, c'est aussi un droit de veto pour chaque pays, du coup. Et c'est ça qui rend la négociation très difficile, et c'est pour ça que le groupe Like Minded y tient énormément et veut s'assurer que même les prochaines COP devront prendre des décisions par consensus. Maintenant, le vote est aussi possible, le vote à la majorité. Mais le fait de recourir au vote, c'est aussi très politique, c'est aussi marquer un précédent que certains pays ne veulent pas prendre. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste assez sensible. Maintenant, moi je trouve que entre Busan et là la fin de Genève, on entend de plus en plus de pays quand même oser parler de recourir à un vote. Après, voilà, si on a un traité qui n'est pas suivi des principaux producteurs et surtout des principaux consommateurs de plastique, comme l'Inde et la Chine, on peut se poser la question de l'impact réel que ça aurait. C'est aussi pour ça que c'est important d'essayer d'avoir un maximum de pays si on veut que le traité ait un réel impact sur le terrain. Et très concrètement, c'est dans les mains de qui de décider de recourir à une majorité plutôt qu'un consensus? Un pays peut, il me semble, appeler au vote, ou le président, mais il faut vraiment faut s'assurer qu'il y ait une majorité aussi, parce que alors là c'est encore plus compliqué s'il y avait un vote et qu'il n'y avait rien. Donc ouais, faut qu'il y ait un groupe de pays déjà conséquent qui porte peut-être ça. Ce qu'on scrute beaucoup aussi nous à Bruxelles, mais également à Paris chez Context, c'est évidemment toujours le lobbying des différents acteurs qui sont embarqués dans ces négociations. Alors je vois qu'on a encore des coupures sur le flux vidéo. Je tiens à m'excuser pour ça. C'est un peu plus complexe pour vous de nous suivre, mais je vous remercie quand même de rester avec nous pour suivre ce live. Donc ce travail de lobbying, toi tu l'as observé aussi, Laura, évidemment. Est-ce que tu as observé un fort lobbying à Genève, peut-être plus fort qu'à Busan, plus fort que dans d'autres séquences? Et comment ça se passe précisément un peu dans ces rendez-vous onusiens? C'était aussi l'objet d'un de tes papiers cet été. En fait, j'ai remarqué que je me suis vraiment posé des questions en arrivant. J'ai remarqué que c'était difficile de mesurer et de constater vraiment le lobbying. En fait, tout ce qu'on a, c'est la liste des personnes qui sont inscrites. Même pas forcément les participants, les personnes qui sont inscrites. Donc ça permet quand même en effet de donner des chiffres. On a une idée du nombre de représentants à la fois côté société civile, de l'industrie. Il y a évidemment plein d'industries différentes qui sont représentées et de la communauté scientifique. Mais au-delà du nombre, c'est assez difficile, je trouve, de mesurer le lobbying, parce que par exemple, c'est pas comme dans les institutions européennes où si un commissaire ou ses cabinets ou les députés européens ont des rendez-vous avec des lobbyistes, tout ça il y a des traces. C'est rendu public et on a un registre, un résumé de transparence, voilà, qui nous permet de savoir qui a vu succinct de ces rendez-vous, mais au moins ça a le mérite d'être là. Là, on ne sait pas qui rencontre qui, tout est très informel. Aussi, le lobbying se fait en amont, dans les capitales, avant les réunions, évidemment. C'est un processus qui reste quand même très étatique. Les observateurs n'ont pas de prise de parole dans les groupes de contact, par exemple. Donc, ils sont là, ils sont derrière et ils peuvent aller, évidemment, donner des avis, etc. Mais tout se fait, en fait, un peu dans les cafés. Il y a énormément de réceptions, de cocktails qui ont lieu le soir à l'extérieur du site des négociations. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de transparence en fait par rapport à ce à quoi on peut être habitué à Bruxelles dans les institutions. Après, c'est intéressant de voir, et ça c'est pointé par la société civile, il y a des délégations qui viennent avec des lobbyistes dans leur délégation. C'était le cas, il me semble, notamment de l'Égypte, le Kazakhstan, la Chine, l'Iran avaient des représentants en fait de l'industrie de la pétrochimie qui étaient présents dans leur rang. Donc voilà, ça c'est aussi critiqué. Et alors de venir dans les rangs d'une délégation, est-ce que ça donne plus d'accès? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'avoir plus directement un accès aux discussions, à ce qui se dit? Certainement, en tout cas, ils ont accès aussi au groupe de contact et ils sont présents, du coup, j'imagine, au sein des délégations. Donc, ils ont vraiment un rôle au sein de ce que va porter le pays. Voilà. Après, quand on parle aux diplomates eux-mêmes, à ceux qui négocient, je trouve qu'en fait, ils minimisent assez le lobbying en soi.
À Genève, ils se trouvaient assez isolés du lobbying et vraiment lobbying en tout genre. Et beaucoup rappellent que les premiers lobbies, ceux qui défendent vraiment quelque chose sur la table, ça reste les États. Les pays, là, avec Mahdi, les pays pétroliers sont en soi porteurs d'une position favorable à l'industrie qui est importante pour leur économie. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cet article, c'est de montrer qu'il y a les lobbies, mais enfin, les premiers lobbies sont eux-mêmes les États à la fin. Et je vais donc redonner le titre pour aller plus loin de cet article, parce qu'on arrive déjà au bout de ce live. Le traité plastique entre les mains des États, des lobbies et des États lobbies, sous la plume de Laura Mercier pour Contexte. Et un dernier papier que je vous conseille évidemment vivement pour revenir sur cette question de consensus dont on a un petit peu parlé ensemble, le traité plastique au défi du consensus onusien, pour comprendre pourquoi aujourd'hui effectivement on n'a pas de vote pour l'instant à la majorité. Il est déjà temps de se quitter. Il est 11h30. C'est la fin de ce live consacré aux négociations sur le traité plastique. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Laura sur ce plateau pour ses éclairages, à Yanis pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de ce beau décor. Pardon encore une fois pour les petits pépins techniques. C'est aussi la joie du direct, évidemment. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Surtout, vous allez recevoir un lien d'ici quelques minutes pour un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aide comme toujours à améliorer nos contenus. Pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous promener sur contexte.com et à vous plonger dans les briefings de notre édition environnement, auquel contribue tous les jours évidemment Laura ici présente. On se retrouve dès demain pour un nouveau live consacré cette fois à un tout autre sujet, la rentrée politique complètement chamboulée à Paris après le vote de confiance et la chute du gouvernement Bayrou. Très bonne journée.